L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Stéphane Le Foll, donc avec Gilles, on a évidemment de très nombreuses questions à vous poser qui tiennent au climat politique et à votre fonction de ministre de l'Agriculture, chargé notamment de l'agroalimentaire et de l'agriculture. Il y a des tables rondes en ce moment, on va en parler dans un instant. Mais quand vous écoutez les différentes revues de presse depuis maintenant 15 jours, L'Homme faible, Pépère, Louis XVI, des sondages en berne, une sorte de mai 68 de droite qui pourrait succéder à la manifestation qui aura lieu le 5 mai prochain, à laquelle s'associe dans un autre registre Mélenchon. Est-ce que vous avez l'impression que le pouvoir que vous représentez n'est pas en train de sérieusement vaciller? D'abord, j'ai connu à d'autres époques des séries de commentaires qui avaient pas forcément l'agrément, et le nôtre en tout cas, sur François Hollande. Fut un temps, et je savais que dans cette période difficile, à un moment ou à un autre, ce qui avait été dit serait redit. De flambie à l'homme faible, quoi. Cette histoire de faiblesse, de manque d'autorité, qui avait été déjà dit il y a quelques années, et qui faisait d'ailleurs que François Hollande était considéré comme quelqu'un qui était pas en capacité de pouvoir devenir président de la République. J'avais toujours considéré que les journalistes qui disaient ça faisaient une erreur, mais je me doutais qu'à un moment, ça reviendrait. Ça revient dans un moment, effectivement, très difficile. Très difficile, qui cumule deux éléments majeurs de cette actualité aujourd'hui. Le fait que la crise qui avait été anticipée, personne ne peut nier que dans la campagne présidentielle, François Hollande n'ait pas fait des propositions qui faisaient fi de la situation économique, mais en même temps, la dureté et la longueur de cette crise, et le fait que, même en Europe, tous les pays révisent aujourd'hui leur niveau de croissance à la baisse, malheureusement, nous met dans une situation où l'effort qui a été demandé est un effort qui va demander encore un peu plus de temps, et la difficulté est grande. Puis deuxième point, je le concède aussi, ce qui s'est passé avec Jérôme Cahuzac, c'est-à-dire à l'intérieur du gouvernement, qu'un ministre du budget puisse avouer, après avoir dit non, qu'il avait un compte en Suisse, c'est-à-dire que lui-même était en capacité de pouvoir frauder le fisc, ça, c'est un coup qui a été porté, qui fait mal, et qui a été porté au flanc. Ça, j'en ai parfaitement conscience. Donc cette situation est d'un moment particulièrement difficile. Je vais vous poser une question franche. Est-ce que entre vous, vous vous dites, comme la célèbre phrase de Jean-Paul Sartre, Cahuzac, c'est un salaud? C'est-à-dire, il nous a vraiment... Moi, je ne veux pas utiliser, j'ai bien entendu tous ces mots qui ont été utilisés, et les références à Sartre aussi d'ailleurs, pour les justifier. Moi, ça fait... il vous plante quand même. Voilà, ça fait suffisamment mal comme ça pour pas en rajouter. Et donc pour essayer, au travers des propositions qui ont été faites, de la transparence qui a été engagée sur le patrimoine, sur la lutte contre la fraude, sur les paradis fiscaux, de faire en sorte que ce qu'a été cette... ce grave manquement à l'engagement politique, eh bien, on en fasse un atout. On en fasse un atout, je finis, pour changer les choses. Et après, Gilles enchaîne. Comme à chaque fois. Moi, je vais dire ça ce matin. J'ai été directeur de cabinet du Parti Socialiste. Dans des moments où, vous vous en souvenez, les bagarres internes, les courants existaient. Si vous saviez le nombre de courriers qu'on recevait pour dénoncer le camarade qui avait telle et telle activité, tel et tel patrimoine, pour jouer dans ce jeu-là, on n'a jamais rentré dans ce jeu-là. Parce que sur les dénonciations, les rumeurs, et même des bouts de papier, on a toujours considéré, et c'est ce qu'on faisait à l'époque, renvoyer en disant, mais allez donc le donner à la justice ou à la police. C'est pas à nous d'utiliser ce genre d'argument pour faire de la politique. Ensuite, dernier point, parce que j'ai beaucoup d'impatience. Et rapidement, ce que je constate, c'est qu'à partir du moment où ça a été révélé, que les enquêtes ont été ouvertes, il s'est passé 2 mois et demi, 3 mois. Et en 2 mois et demi, 3 mois, Jérôme Cahuzac est sorti du gouvernement et a avoué. Gilles. Alors vous avez cité 2 problèmes pour François Hollande, la crise et, on va dire, l'affaire Cahuzac. Est-ce qu'il n'y en a pas un troisième qui est en train de surgir? C'est quand même un souci entre l'exécutif et les élus. On voit quand même Claude Barthelone a pris quand même des prises de position quand même assez nettes, assez clivées, assez tranchées sur la publicité du patrimoine.
On se souvient aussi, et ça va venir bientôt, l'affaire du cumul des mandats. Est-ce que là, il n'y a pas aussi un souci entre l'exécutif, c'est-à-dire entre François Hollande et les élus de gauche, qui commencent un peu à percevoir? Sur la question Ensuite, on parlera du mariage aussi. Oui, bien sûr. Sur la question du cumul, les choses maintenant sont claires. Il y aura une loi. Moi, j'avais toujours dit, je n'ai jamais été dans ceux qui ont été faire monter les salles, hurler tous les militants sur le cumul des mandats, parce que je savais qu'il y avait un tout petit souci, c'est qu'on passe pas d'un système où il y a une histoire avec des personnalités politiques qui sont implantées à une autre histoire qui s'écrit. Le cumul des mandats, c'est un processus qui a été engagé sous Jospin et qu'il faut poursuivre. La loi sera votée. On poursuit dans cette voie. Alors, publicité du patrimoine. Alors, publicité du patrimoine. Pour les parlementaires. Alors là, moi, je pense que, vu ce qui s'est passé, on voit l'attente, la montée, le patrimoine, la journée du patrimoine. En plus, on a eu droit à tout. Tout le monde regarde. C'est sur un site. 1 million ou 2 millions de visiteurs sur le site de Matignon. Et puis, 2-3 jours après, une fois que tout ça a été publié, la transparence est là. Chacun peut vérifier. Il y aura une autorité qui, derrière, va investiguer pour savoir ce qui a été dit est vrai, parce que c'est ça qui est le problème. Au fond, c'est celui-là. Mais la transparence, c'est la manière de dire, écoutez, arrêtez d'aller chercher des raisons de détester ou de refuser de donner confiance aux élus ailleurs que dans la vérité qui sera celle de ces chiffres, de ces patrimoines qui vont être livrés. Et je trouve que Claude Barthelone, dans cette histoire, fait une erreur. Cette transparence, je le dis, un jour ou deux après, bon ben voilà, chacun a pu regarder, il y a des ministres qui sont avec un patrimoine important, d'autres avec un patrimoine moyen, d'autres avec un patrimoine un peu moins important. Oui. On n'est pas à plaindre, personne n'est à plaindre, il y a même des patrimoines qui sont importants, mais ça n'empêche pas un gouvernement ou des ministres d'avoir un engagement et des convictions. Est-ce qu'il n'y a pas un quatrième problème? C'est quand même cette affaire du mariage. Vous devez compter les jours avant mardi prochain, non? Je pense qu'il faut passer à autre chose. Mais ça, quand même, il se passe des choses dans le pays là-dessus. Non, mais je pense que toutes ces questions-là, c'était évoqué tout à l'heure dans l'édito qui a été fait, à chaque fois qu'on touche à ces questions, et en France en particulier, il y a une France qui reste extrêmement conservatrice sur ces sujets. Et j'ai dit conservatrice au nom du fait qu'elle veut conserver sur les droits des droits anciens et qu'elle ne veut pas bouger. Et à chaque étape qu'a franchi notre pays, c'était évoqué sur l'avortement. Rappelez-vous ce qu'ont été les débats. Sur la question du Pacs. Rappelez-vous la manière dont ça s'est passé. Et là, sur la question du mariage. Alors que je regardais quand même à l'époque ce qui s'est passé en Espagne, qui est pourtant aussi un pays catholique où il y a des conservateurs, il y a eu des grandes manifestations. 1 500 000 personnes. Oui, 1 500 000 personnes, il y a eu. Aussi, il ne faut pas non plus. Mais il y a une dureté, une radicalisation qui est liée aussi à une part des Français. L'histoire de France est marquée aussi par un combat entre les progressistes et une vraie France. Vous voulez dire que cette conservatrice. Cette France-là, elle a tort? C'est ça que vous êtes un peu en train de dire? Cette France-là a des convictions profondes qui remontent à l'histoire, au catholicisme. On voit bien la position qu'a pris Monseigneur 23, qui rentre dans le débat pour pas l'apaiser. Il y va jusqu'au bout. Donc on est, la sœur fut un temps aînée de l'Église, eh bien il y en a qui se chargent de le rappeler. Donc moi, j'ai parfaitement conscience de ça. Alors c'est vrai qu'il y a un moment où il faut passer à autre chose. Voilà, il faut passer à autre chose. Il y a eu un débat, les arguments ont été avancés, mais je pense que maintenant, il faut adopter cette loi, et c'était dit d'ailleurs tout à l'heure, moi j'ai rencontré des catholiques sur le marché du Mans dimanche. Je leur ai dit, écoutez, là c'est comme pour le patrimoine, tout le monde est extrêmement crispé, extrêmement tendu. Mais j'ai dit, une fois que ça sera fait, ça n'enlève rien au couple hétérosexuel, rien. C'est un progrès qui est fait, un droit qui est donné à d'autres couples, et puis ça va s'apaiser, et je le sais, la droite d'ailleurs n'ose pas le dire, mais elle ne reviendra pas sur cette loi. Ce matin dans les Échos, Jean-Marc Ayrault tend la main au chef d'entreprise, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais est-ce que justement, pour être dans le droit fil de ce que disait Gilles, l'un des problèmes aussi posés par François Hollande, c'est la fameuse phrase « j'aime pas les riches », c'est la taxe à 75%, c'est des prévisions économiques qui sont contredites tous les jours par les experts, par Bruxelles, par le FMI, et on en revient à la question de l'incompétence. C'est-à-dire pourquoi avoir mené cette campagne, pourquoi défendre des projets en matière de croissance qui sont totalement irréalistes. Donc on se dit, finalement, il est incompétent. Il y a, dans la situation que vous évoquez, un choix stratégique qui est fait pour sortir la France de la crise dans laquelle on est. On essaie d'aller assez vite parce qu'il faut qu'on termine sur l'agriculture avec... C'est 2 points. C'est comment je réduis des déficits budgétaires pour éviter que l'endettement passe
la barre des 100% du PIB, parce que c'était la ligne sur laquelle nous étions quand nous sommes arrivés avec Sarkozy. Premier point, donc il faut réduire, effort à faire, sans tuer la croissance. Et deuxième élément, comment je prépare la croissance de demain, ou comment je prépare la France à la sortie de crise, c'est l'investissement. C'est ce qu'a dit le Premier ministre. Et là-dessus, il faut qu'on soit plus fort dans l'expression qui va être la nôtre. L'investissement, la capacité qu'on a à développer des nouvelles lignes, des nouvelles techniques, des nouvelles usines, des nouvelles productions, à assurer la mutation énergétique de la France, c'est un enjeu de création d'emplois et de croissance. C'est ça qu'il faut. Et dans votre assurer. secteur, justement, Gilles Leclerc. pour retrouver cette croissance, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors moi j'ai lancé Enfin, déjà. vous lancez des tables rondes, mais parce que en fait, Ouais, le secteur souffre. Oui, le secteur le souffre. lait, la filière Ouais. porcine, Alors, par exemple. Alors, comment vous faites exemple précis pour vous préciser. Là, le grand enjeu sur la méthanisation. Le plan EMMA, énergie, méthane, autonomie, azote. J'ai commencé à mettre en place un plan pour développer cette méthanisation, ce biogaz, cette énergie renouvelable. Et l'utiliser en même temps pour faire en sorte que ce qui est aujourd'hui un problème, l'azote organique, lié en particulier à l'élevage, devienne une matière première pour faire de l'énergie et derrière du fertilisant azoté. Voilà le plan que je viens de lancer. J'étais dans la région Midi-Pyrénées il y a une semaine et la région va investir, écoutez-moi bien dans ce plan, 700 millions d'euros. Je faisais le calcul, si toutes les régions faisaient ça, multiplié par 22, c'est 14 C'est pas milliards. pour demain, c'est pour dans longtemps. C'est dans 2-3 ans. Sauf que dès qu'on commence un processus où s'enclenche une dynamique, eh bien c'est de l'emploi, c'est de la création. Et cette dynamique, c'est une mutation. De l'agriculture, la mutation aussi des déchets aujourd'hui qui posent problème, en azote qui va être utile pour l'agriculture, c'est un vrai plan global. Donc je vous donne concrètement, objectif 2 à 3 milliards d'investissements d'ici 3 ans. Et passer de 90 méthaniseurs aujourd'hui, c'est rien du tout, à 1000. Merci Stéphane Le Foll d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Agriculture, donc du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Bonne journée à vous. Merci à vous. Gilles, on se retrouve évidemment demain et c'est dans un instant le